Bonjour tout le monde, bienvenue à Coup de canon avec JP Roy. Et aujourd'hui, c'est Martin Maranda qui nous accompagne, le président de la région de Québec au niveau du baseball. On a vraiment, la plate est pleine, on a vraiment beaucoup de sujets. Fait qu'on ne perdra pas trop notre temps avec l'introduction, je vous décolle ça à l'instant. Yes, Martin, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, pour décoller ça assez rapidement, je t'ai demandé le sujet qui te tenait à cœur dans toute la liste que tu avais. Tu nous as tout de suite parlé de la Coupe des capitales de Québec. Puis tu as l'air assez motivé à en parler. Je pense que tu étais en train de faire le podcast avant même qu'on commence l'enregistrement. Je vais te laisser un peu aller avec ça, nous expliquer qu'est-ce que tu as derrière la tête, puis c'est quoi ce fameux projet-là de ton côté. Oui, absolument. Merci de me recevoir ce soir. Je suis bien content d'être avec vous. Effectivement, la Coupe des capitales de Québec, là, c'est un nouveau projet qu'on a dans la région de Québec. Puis le but premier, là, c'est d'encourager le bon esprit sportif sur les terrains et dans les estrades au baseball mineur. Mais surtout, l'objectif premier, là, je dirais, c'est plus le respect des officiels. Donc, on sait qu'il y a un enjeu là-dessus, je pense, en Amérique du Nord. Il y a certaines associations qui essayent des choses. Baseball Québec a proposé un projet là, en début d'année qui va être un petit peu mis sur la glace, là, mais on va quand même le travailler d'une autre façon, nous autres, dans la région de Québec. Mais la Coupe des capitales, là, comme je dis, là, on veut encourager les bons comportements sur les terrains. Donc, on va vouloir engranger, dans le fond, mettre en contact nos équipes, les joueurs du baseball mineur qui auront des bons comportements. C'est sûr qu'on ne pourra pas toutes les amener à avoir des récompenses, là, mais on veut avoir une vingtaine d'activités avec nos équipes élites, puis avec nos joueurs élites, puis avec nos entraîneurs élites là, dans la région de Québec. On sait qu'on en a beaucoup. Donc, le but, là, c'est de mettre en contact nos jeunes joueurs du baseball mineur et nos entraîneurs avec ces gens-là. Donc, c'est qui ces gens-là pour nous? Premièrement, c'est sûr, c'est les capitales de Québec, l'équipe de baseball professionnelle qui a une super bonne réputation, c'est une belle organisation. Donc, on veut que nos gens soient en contact là, avec les capitales de Québec. Ensuite de ça, on a des organisations exceptionnelles aussi comme les Blue Sox de Thetford Mines. On a les Alouettes de Charlebourg, les Diamants de Québec, les Canonniers de Québec. On a 2 équipes Midget 3, une équipe Bantam 3. Puis on a aussi d'excellentes écoles de baseball dans la région. Là, on parle de baseball au niveau de l'Académie de baseball La Relève. On a maintenant aussi VIP Baseball. Et aussi, on a Baseball 360 qui offre des équipements qu'on peut utiliser. Donc, nous, le but de la région, là, c'est comme je disais, c'est de mettre en contact les jeunes qui seront méritants avec ces organisations-là. Donc, comment être méritant? C'est d'avoir un comportement exemplaire sur le terrain. Donc, les équipes qui n'auront pas d'expulsion dans le courant de l'année pourront être de ces équipes méritantes-là. Un de nos objectifs, c'est de réduire le nombre d'expulsions au baseball mineur de 75 %. Donc, l'année passée, on a eu à peu près 50 expulsions. C'est des choses qu'on ne veut pas. Donc, en ayant ce type de programme-là, je pense que ça va inciter les gens à se calmer un petit peu, puis à respecter les officiels. Puis, avoir un bon esprit sportif là, sur le terrain. Puis ça implique aussi les parents. Parce qu'on sait que les parents, les entraîneurs-chefs sont responsables du comportement des parents dans les estrades. Donc, si les parents ne se comportent pas de bonne façon, l'arbitre a le droit d'expulser un parent, l'entraîneur-chef comme tel. Donc, si tu as une expulsion, bien, tu ne seras pas éligible à gagner un des nombreux prix là, en lien avec la Coupe des capitales. Donc, très bien. C'est très bien, ça, j'aime ça. Puis, évidemment, ces sujets de l'art, comme tu disais tantôt, ces sujets de l'art, les officiels, puis d'en manquer, puis s'assurer qu'il ne manque pas d'arbitre ou d'officiel pour un match, pour pas que le match soit annulé pour les enfants. Exact. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le fun, ce projet-là régional, parce qu'aujourd'hui, là, on avait parlé il y a quelques semaines dans un des podcasts que la province avait un projet, que ce soit les entraîneurs adjoints, des fois, qui viennent donner un coup de main aux arbitres, que ce soit peut-être dans la U11, dans l'U13, je ne me trompe pas. U13, oui. U13 de joueurs sur le banc allaient comme arbitre au premier but. On a vu aujourd'hui dans les journaux que ça a un petit peu tombé à l'eau. Baseball Québec a eu beaucoup de vent de face, donc ils ont mis une petite pause là-dessus. Mais bref, je suis content de savoir que la région est proactive dans ce dossier-là. Tu nous disais, Martin, que tu as eu l'approbation aussi de la fédération là, pour ce projet-là. Donc, c'est une grande, grande nouvelle.
Oui, absolument. On a présenté le projet, là, ça fait quelques mois qu'on travaille sur le projet. On a présenté le projet à Maxime Lamarche, à Sylvain Saint-Don, Marc Vadeboncoeur. J'ai eu des discussions avec lui, qui est le président du CA de la Fédération. Autant ces gens-là que les gens que j'ai approchés là, au niveau des capitales, les Blue Sox, les Alouettes, etc., les Diamants, là, tout le monde, ça a été oui, tout de suite, on embarque. Donc, comme je vous dis, donc, les équipes méritantes à la mi-saison, donc autour du 10-15 juillet, nous, on va faire notre enquête un peu. Ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est qu'on va vouloir avoir des ambassadeurs. Okay? Donc, des ambassadeurs qui vont venir sur le terrain de baseball puis ils vont examiner ce qui se passe aussi. Donc, ces gens-là pourront peut-être, parfois, ils seront habillés aux couleurs de Baseball Québec, mais parfois, ils ne seront pas. Ce sera à leur choix. Puis, s'il se passe des choses dans les estrades, bien, ça sera à leur choix aussi là, dans les estrades ou sur le terrain. Ce sera à leur volonté d'intervenir ou non. Mais à la fin de leur visite, ils pourront remettre un rapport là, à la région. Puis nous, on va cumuler toutes ces données-là. Puis s'il y a des équipes qu'on juge qui ne seront pas méritantes, ben, ils ne pourront pas gagner un des prix là, à la mi-saison. Donc, les prix, là, comme je parlais un petit peu tantôt, là, ben, on va avoir deux pratiques de 2 heures avec les capitales à faire tirer. Une pratique de 2 heures aussi là, avec les Blue Sox de Thetford Mines, probablement à leur terrain, là, prestigieux terrain à Thetford. Une pratique aussi avec les Alouettes de Charlesbourg, une pratique avec les Diamants de Québec. Nos 2 équipes Jet 3 aussi, donc ils vont organiser une pratique avec des équipes méritantes, équipe Bantam 3, etc. Donc, ça, on a une douzaine de prix comme ça. Et aussi, on a des prix en argent aussi. Donc, on va offrir des crédits d'inscription à nos équipes. Puis les gens pourront décider est-ce qu'on l'utilise pour une activité d'équipe, une sortie cage au sport, par exemple, ou aller frapper des balles chez Baseball 360. D'autres prix qu'on a aussi, c'est des heures gratuites là, chez Baseball 360. Donc, les équipes vont pouvoir utiliser ça si elles le gagnent. Puis l'autre prix qu'on avait aussi, c'est juste à regarder qui était intéressant. Si on résume, autrement dit, c'est vraiment un prix qui se gagne en équipe. Exactement. Évidemment, chaque fois qu'il va y avoir des expulsions, des choses comme ça va nuire aux chances de l'équipe de participer à une forme de tirage. Ce ne sera pas l'équipe la plus sportive. Ça va être, pour être éligible, on va devoir se qualifier selon certains critères, mais une fois qu'on est qualifié, c'est un genre de tirage au sort qui a lieu à ce moment-là. Okay. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une vingtaine de prix. 2 autres prix que je n'ai pas mentionnés, c'est des billets des capitales aussi. Donc, une quinzaine de 2 fois 15 billets des flexi-choix des capitales pour faire une sortie en équipe. Donc, exactement. Donc, il faut se qualifier. Nous, on pense que 99% des équipes vont se qualifier. Je pense que l'esprit du programme va amener à ce que les gens vont faire attention, puis ils vont pouvoir se mériter. Puis on a une vingtaine d'associations dans la région de Québec. Nous, on aimerait avoir une vingtaine de prix disponibles à la mi-saison. Donc, parmi les prix que je vous ai mentionnés. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Dès qu'on a monté ce programme-là, tout le monde a embarqué, puis on pense que toutes les équipes vont embarquer aussi. Puis en même temps, il va y avoir un effet d'entraînement positif. Tu sais, le parent dans les estrades là, qui se met à chialer après un arbitre, peut-être que le parent à côté va dire arrête, là, nos jeunes vont peut-être aller au capital, puis ils ne pourront peut-être pas y aller là, à cause de ton comportement. Donc, le but, c'est d'avoir un effet positif autour du terrain et sur le terrain. Puis, ça, c'est la première partie. À la fin de la saison, lors du Gala Méritas, on va vouloir aussi remettre la Coupe des capitales. Donc, encore une fois, dans le fond, il va y avoir une étape à la mi-saison et tout le reste de la saison, la Coupe des capitales va être présente, dans le fond. Puis là, ben, on va fonctionner par mise en candidature des associations qui pourront mettre 2 équipes en nomination chacune. Et nous, on va évaluer toutes les candidatures. Bien entendu, il ne faudra pas avoir eu de suspension, il ne faudra pas avoir été mis sous surveillance par les ambassadeurs et par la région, etc. Puis, encore une fois, il va y avoir des prix très intéressants là, à gagner en fin de saison, dont la Coupe des capitales. Chacun des joueurs aura un petit trophée et plusieurs autres prix, là, dont des 60 minutes à Baseball 360, des crédits d'inscription aussi. Là. Donc, on a mis un bon budget là-dessus cette année, puis on est confiant que ça va fonctionner positivement pour nos jeunes, pour les parents, les entraîneurs, surtout les officiels. Tu as passé un peu rapidement, je veux que tu reviennes peut-être un peu là-dessus. Tu disais, si un parent se comportait mal dans les estrades, les arbitres auraient la possibilité d'avertir l'entraîneur et éventuellement même expulser l'entraîneur par la faute d'un parent. C'est-tu quelque chose qui est nouveau ou c'était quelque chose qui était possible par le passé? Non, ça a toujours été possible. L'entraîneur est responsable de gérer ses parents, comme il est responsable de gérer les joueurs sur le terrain, qu'il y ait un bon comportement respectueux envers les officiels. Et si l'officiel n'est pas satisfait de ce qu'il entend, de ce qu'il voit,
ben, il peut donner un avertissement à l'arbitre, pas l'arbitre, pardon, mais à l'entraîneur-chef, puis lui dire, si tu ne contrôles pas tes parents, la prochaine fois, le prochain commentaire, je peux t'expulser. Donc ça, c'est des choses que des fois, on oublie ou on ne sait pas, mais je pense que c'est des choses qui sont importantes à connaître. Puis, je pense que les associations doivent répéter ce règlement-là ou cette situation-là à leurs entraîneurs pour favoriser un bon comportement de tout le monde. C'est bien, c'est bien. Moi, Yann, j'ai un petit quelque chose que je veux faire avant. On a 4-5 autres sujets intéressants. Yes. Après, je veux introduire Martin pour que les gens qui le connaissent un petit peu savoir son background. Puis c'est quoi, ça fait quoi un président de Baseball Québec, Région Québec? D'un, c'est un poste bénévole. Hein? Donc, ça prend des crinqués. Martin, c'est un crinqué. C'est un père de famille qui a 2 enfants qui jouent au baseball, un gars, une fille. Puis J'en ai 3. Ma plus vieille, mon aîné, Ariane, est marqueur. Marqueuse, c'est ça, marqueur, c'est ça. Maintenant dans le staff régional. Donc, toujours là. Puis, tu sais, bon. Martin était président de Lévis Centre, l'association Lévis Centre pendant des années. Combien de temps, Martin? Pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans président et 10 ans au total là, sur le CA. Puis Yann, tu viens de la Rive-Sud, tu habites sur la Rive-Sud comme moi, là. Martin, à chaque soir, il y a quelque chose durant l'été. Soit il est arbitre, soit il rentre le terrain, soit c'est un papa, soit c'est un président d'association. Il est là tout le temps. Donc, tu sais, un vrai président impliqué, bénévole. Faut pas penser que c'est un président de CA qui s'installe sur ses poufs et qui lit les rapports de son monde. C'est un monsieur très impliqué. Merci encore une fois, Martin. Martin a pris la place de Francis Morin, qui a été là pendant 4-5 ans, un très bon président aussi. Francis a déjà été DG de Baseball Québec à la province. Donc, Martin est là c'est toujours des mandats de 2 ans. À chaque 2 ans, il est renouvelé. On va y laisser sa première année, mais ça va très bien aller. Moi, ma prochaine question, Martin, les nombres d'inscriptions. Ça fait ça depuis des années. Évidemment, à un moment donné, on ne pourra pas toujours faire ça. Là, à un moment donné, ça va péter. Mais parle-nous un petit peu des inscriptions des gars, des filles en général dans la grande région de Québec. OK. Au niveau des inscriptions, là, ça va très bien. C'est sûr qu'on est peut-être rendu à un plateau parce qu'il y a une bonne croissance dans les dernières années. Actuellement, on est à 5600 inscriptions, ce qui fait de nous la plus grosse région au Québec. Il y a 14 régions administratives dans la Fédération de Baseball Québec. On est bien fiers d'être la plus grosse. Là. Je pense qu'il y a un super bon effet d'entraînement, de collaboration dans la région de Québec. Puis, je pense que c'est une des causes là, pourquoi que ça va si bien à ce niveau-là. Donc, 6600 inscriptions, à peu près le même nombre l'année passée. Ce qui est intéressant, notamment là, au niveau des filles, c'était un des éléments du plan stratégique de Baseball Québec il y a quelques années, c'était d'augmenter le membership. Les filles sont capables de jouer au baseball, ils font du très beau baseball dans toutes les catégories. C'est vraiment le fun de voir la croissance. Là. Je peux vous dire qu'en 2020, on avait 444 filles qui jouaient dans la région de Québec. Cette année, on s'enligne pour 750. Donc, c'est une hausse là, qui est faramineuse. On parle de 70 % en 3 ans. Donc, il y a beaucoup de bénévoles qui ont travaillé énormément là, au baseball féminin. Ça n'a pas toujours été facile de mettre ça en place. Moi, je peux juste les remercier et les féliciter. Là, on est vraiment très, très heureux. Donc, au niveau de la région, ça va très bien. On est bien contents. Puis, on va peut-être aller en chercher quelques nouveaux rallycaps aussi là, dans les prochaines semaines, les 4 à 7 ans. Les inscriptions sont toujours ouvertes dans toutes les catégories, dans toutes les associations. Puis, on va faire une petite publicité là, dans les prochains jours là, pour aller mousser là, ces inscriptions-là. Nouveauté aussi cette année, c'est au niveau du junior. Donc, auparavant, la Ligue junior était indépendante. Puis, après quelques années de discussion, on a décidé là, de ramener le junior sous le giron de la région de Québec. Donc, cette année, au niveau junior, on parle de 130 joueurs qui vont être inscrits. On va faire dans la région de Québec 4 équipes junior 2B, puis 5 à 6 équipes là, dans le junior A. Donc, c'est 130 joueurs de plus là, dans la région de Québec. Donc, on est vraiment content d'avoir ça sous notre gestion, si on peut dire. Puis en même temps, nous, c'est un service qu'on offre. On offre le baseball mineur à partir de 4 ans. Puis maintenant, on l'offre jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc, encore, je pense que c'est une belle réussite de la région de Québec. On est vraiment content là, d'avoir réussi cette victoire-là là, je pense pour nos jeunes. C'est très, très positif pour tout le monde, là, cette venue-là dans le junior dans la région. C'est bien d'offrir, effectivement. Oh, backlog. Ça marche-tu? Ça marche. C'est bien d'offrir
justement jusqu'à 23 ans, évidemment. Tu as le baseball junior, tu as le A, tu as le 2B, tu as le junior élite, après ça, le senior aussi, qui n'est pas sous le giron, là, comme Martin vient de parler. Un petit quelque chose, un petit clin d'œil, je veux parler pour le baseball féminin. C'est incroyable l'augmentation des filles, puis c'est tellement cool de les voir jouer. Maintenant, ils jouent ensemble dans des ligues de filles. Les filles ont encore certaines meilleures filles ont encore les options, là, mais même les meilleures filles jouent maintenant dans des ligues provinciales, dans les équipes de l'ABC féminin. Il y a une ligue pour les plus vieilles, Canada-Est. En tout cas, il y a tellement plein de ligues pour les filles, mais juste, moi, j'ai un de nos entraîneurs au sport-études, la petite fille, elle a 7 ans, 7-8 ans, puis elle voulait jouer au baseball, mais ce qu'elle a retiré de plus de sa première pratique à vie, c'est que c'était toutes des petites filles ensemble. Imaginez si ça avait été avec des petits gars, puis qui lancent un peu plus fort, qui frappent un peu plus fort, qui brassent un peu plus. Peut-être que ça aurait été sa seule pratique à vie. Fait que ça va les garder au baseball. Absolument. Puis les filles ont toujours le choix de jouer mixte ou de jouer avec les filles. Donc, on offre les deux produits, là, si on peut dire. Puis maintenant, on appelle la Ligue féminine, c'est même une ligue provinciale. Donc, on se rend même à la fin de l'année avec des séries. Dans les séries, là, les filles des différentes régions là, terminent là, au mois de septembre en jouant entre elles là, au niveau de la province. Puis même dans la saison, là, dans la région de Québec, on a des Royales de Lévis, on a les Valkyries de Québec. Ces équipes-là jouent une contre elles. Puis aussi, elles vont à Trois-Rivières, en Mauricie. Donc, il y a toujours quelques équipes dans ce coin-là. L'année dernière, on avait une équipe du Saguenay qui venait aussi dans le 13U. Puis on a des équipes du Bas-Saint-Laurent. Donc, dans quelques années, c'est déjà très gros. Puis ça va devenir encore plus gros, là. Je ne serais pas surpris que dans une dizaine d'années maximum, on va avoir autant de garçons que de filles. Oui, puis cette année, c'est la première année aussi que vous avez 2 divisions. Il y a le A et le B pour la première fois, je pense, du côté féminin. Oui, exactement. Donc là, les camps d'entraînement du A, justement, se terminent bientôt. Là. Peut-être qu'il y en a que c'est terminé, là, mais normalement, en fin de semaine, c'est les dernières pratiques. Par la suite, les équipes vont se faire autant dans le A que dans le B. Puis on part avec ça. Puis ça va être vraiment le fun. Moi, pour coacher dans le féminin depuis quelques années, j'aime vraiment ça. C'est vraiment un beau petit calibre. Puis on s'amuse autant qu'avec les gars. La question qui tue, y a-t-il une différence entre les gars et les filles quand tu coaches? Oui. Pas obligé de répondre si tu veux pas répondre. Oui, je peux vous dire que oui. C'est sûr qu'on faut faire. On met plus nos gants blancs là, quand on coach. Je me souviens, j'étais à un tournoi cet été. Puis on avait une bonne petite équipe. Là, honnêtement, je pense qu'on avait des chances de se rendre loin. Puis on était en tournoi. Puis ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas joué ou pratiqué. Puis les filles, normalement, ça aurait dû être une game assez facile, là, selon ce qu'on voyait. Puis ça a été très, très difficile pour notre équipe. On a fini par le gagner. Puis mon premier mot après le match, la petite conférence qu'on se fait après, là, j'ai dit les filles, vous êtes chanceux d'être des filles parce que si c'est des gars, ça aurait peut-être brossé un petit peu. Fait qu'on les a agacés avec ça, là. Mais oui, il faut faire attention. Mais c'est sûr que la structure des pratiques, la gestion de match, ça, c'est la même chose. C'est juste un petit peu dans le discours, là, on met un petit peu des gants blancs là, pour. Quand j'ai fait les évaluations récemment avec les filles, j'ai été quand même assez impressionné comment que, ils veulent vraiment bien faire. Quand tu coaches des gars, tu te rends compte que les gars vont toujours aller du côté de la puissance. Au lieu d'essayer de faire le mouvement technique comme il faut, ils vont essayer de le faire le plus fort possible. Puis là, tu essaies de corriger un peu la technique au travers du fait que le gars, il essaie de lancer le plus fort possible dans sa patente. Tandis que la fille va avoir l'effet inverse, va vraiment être perfectionniste sur sa technique, quitte à sacrifier de la vélo ou sacrifier de la puissance dans son mouvement pour être sûr que son mouvement est exécuté à perfection. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. J'étais là, j'ai dit, c'est fou parce que quand tu veux donner des conseils à une fille, l'approche est totalement différente de ce côté-là. Fait que d'avoir des équipes, justement, au lieu d'être un peu dans le mix, d'avoir des équipes juste de filles, juste de gars, va amener les coachs aussi à raffiner leur technique de leur côté, j'ai l'impression, d'une manière assez efficace. Oui, effectivement. Ouais. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu au sport-études, puis effectivement, les filles ce qu'on recherche des gars, ils ont une attention aux détails, un petit peu ce que tu dis, Yann, puis un petit conseil, ils vont laisser, sont belles techniquement, puis comme tu dis, les gars, c'est rah, mais ce que j'aime du mix de gars-filles dans un contexte d'entraînement,
ça amène les gars à être un peu plus sages, un peu plus calmes, un peu plus concentrés. Fait que tout le monde est gagnant. Puis les filles, bien, ça les oblige d'essayer de compétitionner avec les gars. Donc, il y a un bel effet d'enchaînement. Mais bel ajout depuis quelques années, le baseball féminin. Oui, absolument. Moi, il y a d'autres sujets. Écoute, là, évidemment, dans les sujets, il y a un nouveau rôle, un nouveau poste à Baseball Québec, Région Québec, CTR. CTR, ça veut dire coordonnateur technique régional. Explique-nous donc, c'est qui, c'est quoi son rôle à cette personne-là? Oui, en fait, cette année, c'est ça, on avait pris la décision, là, on a toujours eu un CTR là, dans la région de Québec qui était quand même très impliqué. Puis on s'est rendu compte que c'était une tâche qui demandait beaucoup, puis qu'on voulait aussi donner plus de place. Donc, on a décidé de créer un poste là, à temps plein, pratiquement à temps plein. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a publié un nouvel appel d'offres, une nouvelle offre d'emploi. Je pense que c'est dans le courant de l'automne. Et c'est Samuel Blier, qui est notre nouveau CTR là, à la région de Québec. Samuel a une très bonne expérience, malgré son jeune âge, là, très, très belle feuille de route là, comme entraîneur. Maintenant, il coach le Bantam 3A comme adjoint. C'est sa deuxième année. Je pense que ça fait quelques années aussi qu'il est au sport-études. Donc, on est très heureux d'avoir Samuel là, comme coordonnateur technique régional à temps plein. Donc, Samuel va être responsable d'organiser des formations pour les entraîneurs, organiser des formations pour les équipes. Par exemple, mon premier lancé, maintenant qui s'appelle au Monticule. Donc, toutes sortes donc là, on sait qu'au niveau moustique, là, c'est les premières années, là, les premiers pas comme lanceur là, dans le baseball. Donc, c'est une position qui est très importante. Donc, pour nous, c'est important là, de prendre le temps. Il va y avoir une pratique par association qui va être organisée à partir du mois de mai jusqu'à la mi-juin là, pour donner les bons rudiments de cette position qui est importante là. Puis tout au long de l'année, Samuel est disponible. Là, il va organiser il va aller voir les associations au niveau Rally Cap. On sait que le Rally Cap, c'est la base de notre baseball, donc c'est important de s'investir. Donc, il va aller voir les associations aussi, organiser des activités. Il va organiser aussi des plans de pratique et des vidéos aussi là, qu'il va publier pour nos débutants là, dans le baseball, autant les entraîneurs que les joueurs. Donc, son assiette est pleine à lui aussi, mais on est confiant là, qu'il va faire un très bon travail pour tout notre monde dans la région de Québec. Assurément, Sam aussi vient de graduer et terminer son diplôme universitaire en intervention sportive il y a quelques jours. Donc, bref, c'est une belle acquisition. Puis je pense que plus qu'il y a de monde qui travaille dans le baseball dans notre région, plus qu'on va augmenter, puis tout le monde augmente son niveau de compétence. Donc, mais Sam va être sur le terrain ou va être dans la formation des entraîneurs bénévoles. Là. Donc, c'est très, 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 très bonne idée d'engager du monde. Tu as parlé un petit peu du Rally Cap. Ça reste effectivement à la base, ça reste les tout petits, ça reste l'initiation. Il y a plusieurs années, mon garçon a passé il y a 5-6 ans dans le Rally Cap, puis c'était très dynamique. Évidemment, c'était un des problèmes du baseball, pourquoi ça avait diminué. C'était la file de 10, puis le jeune n'attrape pas de balle, puis il frappe 2 balles en journée. Déjà que c'est difficile. Donc, le programme, longue introduction pour dire que le programme de Rally Cap, de développement des 5, 4, 7 ans, s'est vraiment amélioré. Comment ça se passe dans la région? C'est quoi le pourcentage à peu près de nombre de joueurs? Puis c'est quoi une année type d'un petit Rally Cap là, pour quelqu'un, un parent qui nous écoute puis que son enfant aimerait peut-être ça jouer au baseball puis il n'est pas encore inscrit? Oui, ben dans le fond, c'est justement, là, les inscriptions sont toujours ouvertes là, pour nos jeunes de 4 à 7 ans. Puis c'est vraiment, dans le fond, quand on commence au niveau Rally Cap, là, on va avoir 1 ou 2 activités par semaine, dépendamment des associations. Là, mais souvent, comme moi, je prends l'exemple à Lévis-Centre, qu'est-ce qu'on avait, c'est à chaque samedi matin, les jeunes ils se présentent, une petite pratique d'1 heure. Parfois, à la fin de la pratique, il va y avoir un petit match. Okay? Très, très, très tranquille, mais on va y aller par atelier. Donc, un petit réchauffement, des ateliers, rien de bien stressant. On est là pour s'amuser puis apprendre à jouer au baseball. Puis un petit peu plus tard dans la saison, il va y avoir des matchs qui vont s'introduire dans le calendrier. Donc, que ce soit des jeunes de 4 à 5 ans, ça va être avec un T-ball. On fait frapper les jeunes, on leur montre les rudiments au niveau de la défensive, de l'offensive. Donc, les jeunes vont peut-être jouer entre 5 et 10 matchs au niveau 4, 5, 6 ans. Puis lorsqu'on arrive à 7 ans, il y a une sélection qui va se faire, puis on appelle le niveau 7UA. Puis là, il y a une petite ligue qui s'organise, une 10 à 12 parties, puis avec des séries éliminatoires à la fin, mais toujours avec au moins une pratique par semaine où ce qu'on va mettre en pratique là, les rudiments de base du baseball. Là. Écoute,
un des points que tu voulais qu'on parle aussi, c'est le baseball adapté. J'ai vraiment un bon souvenir du baseball adapté. Je ne l'ai pas fait personnellement, je ne l'ai pas pratiqué. J'ai vu par contre mon fils revenir l'année passée d'une pratique que les Monarques avaient été faire en baseball adapté. Donc, il était Pee-Wee 2A. On avait demandé à cette équipe-là de se déplacer à Saint-Jean-Chrysostome pour aider des joueurs à jouer du baseball adapté. Euh, Honnêtement, quand il était revenu de la pratique, il tripait bien raide. C'est pas lui qui avait joué. Lui, il était juste un helper, si on veut. Mais il a vraiment apprécié l'expérience. Il a fait vivre le baseball à des personnes qui avaient des difficultés physiques. J'ai vraiment trouvé que c'est une initiative qui était le fun. C'est une initiative que je ne connaissais pas avant l'année passée. Je pense que tu as eu une implication quand même assez forte au niveau de ça, de ton côté. Et puis c'est un sujet que tu voulais nous parler aujourd'hui, que tu pensais qu'il était quand même assez important de rappeler aux gens. Oui, absolument. Là, dans la région de Québec, on a trois associations qui organisent le baseball adapté. Donc, on a Val-Bélair, Ancienne-Lorette, donc l'organisation VBAL. On a aussi à Thetford Mines. Thetford Mines, on parle d'une quarantaine de joueurs de baseball adapté. VBAL, je pense qu'il y en a une vingtaine. Puis, de mon côté, il y a 2 ans, j'ai parti le baseball adapté avec Nicolas Lamontagne. Je coachais avec lui là, à ce moment-là. On est impliqués ensemble dans le baseball depuis quelques années. Puis, ça faisait quelques temps qu'on se disait, il faudrait partir ça, il faudrait partir ça. Donc, on a pris le taureau par les cornes, là, la deuxième année de la pandémie, je pense que c'était en 2021. Ouais, la première année, c'est ça. Donc, en 2021 qu'on a lancé le programme. Puis honnêtement, c'est vraiment un super, super programme. Là. On a une quinzaine d'inscriptions, nous, à Lévis. Puis c'est toujours les mêmes qui reviennent, puis on en greffe de nouveau à chaque année. Donc, le but, c'est sûr, c'est de faire découvrir le baseball aux gens qui ont un handicap. Donc, on a des jeunes, honnêtement, là, de 9 à 40 ans. Donc, nous, on accepte tout le monde. On maximise on ne prendra pas plus que 20 personnes, par exemple, là, mais on accepte tout le monde, peu importe l'âge. Puis, c'est vraiment le fun, honnêtement. Là, tu me parles de ton gars. Je me souviens, Yann, quand les Monarques étaient venus, c'est une des premières de l'année. Puis, honnêtement, tout le monde qui quitte, tous les joueurs du baseball mineur qui quittent le terrain, ils ont tous des étoiles dans les yeux, puis ils ont passé vraiment une super belle soirée. Donc, c'est un des objectifs, c'est de mettre en contact les jeunes du baseball mineur avec les gens du baseball adapté pour leur faire vivre une expérience. Puis, à chaque semaine, on a une nouvelle équipe qui se présente au terrain. Et autant les coachs que les parents, que les jeunes là, sont vraiment emballés par cette expérience-là. Ça dure 1h30, puis c'est 1h30 de plaisir. Puis, c'est vraiment le fun, c'est à vivre. Puis, nous, on implique, toutes les associations de la ville de Lévis sont impliquées. Donc, moi, j'ai des équipes des Royales, des Monarques, des Artilleurs, des Titans et des ambassadeurs qui sont venus l'année dernière puis qui vont venir encore cette année. On commence le 6 juin et on termine autour du 30 septembre. Donc, ça dure à peu près 4 mois. Puis on finit ça avec une fête là, la dernière journée, là, absolument le dernier samedi, le dernier dimanche de septembre. Puis on finit ça avec une fête, on paye la pizza à tout le monde, puis tout le monde est heureux. Puis je sais qu'il y a des joueurs qui s'ennuient, qui trouvent que ça dure la première semaine. Là, donc là, on a bien hâte, là, on commence à travailler là-dessus là, pour la prochaine saison qui va commencer dans 1 mois. Puis moi, en fin de semaine, j'ai la chance, là, j'ai été invité par les Blue Jays, la Fondation des Blue Jays, qui chapeaute un peu le baseball adapté là, au Canada. Et ils offrent des formations là, à chaque année. Puis cette année, j'ai eu la chance d'être invité. Donc, je pars à Toronto demain soir. Puis, je passe la journée là-bas avec d'autres gens comme moi, des coordonnateurs de ligue. Là, on va avoir une formation sur des sujets précis. Puis ça va nous aider là, dans notre saison. Puis je reviens dimanche matin. Donc, j'ai bien hâte d'être là. Wow, c'est assez incroyable comme témoignage. Fait que j'avais oublié que le seul soir de libre qu'il y avait dans la semaine, il était au baseball adapté dans son horaire. Wow, ouais. J'aime tout ce que je fais dans le baseball, mais celui-là, c'est vraiment spécial. Donc, je veux garder ça le plus longtemps possible et impliquer tout le monde parce que ça donne des sourires à tout le monde. C'est vraiment le fun. Assurément, la part est d'autres. Beau projet. Je pense que la majorité des équipes sont en train de se faire former. Là, surtout les 2A ont été faites il y a quelques semaines. On est dans le A, dans le B. Dis-moi donc, Martin, c'est quand que la saison commence, grosso modo, là, dans le baseball mineur? Au niveau du 2A, je regardais mon calendrier là, pour ne pas me tromper. C'est la fin de semaine du 20 mai qu'on va commencer là, au niveau du 2A. Puis au niveau du A et du B, c'est la fin de semaine suivante, donc le 27-28.
Puis au niveau 9UB, cette année, on organise une fin de semaine. Là, les équipes de la région de Québec vont avoir une activité importante au Stade Canac le 27. Puis les équipes, là, plus au niveau de là-bas, au Stade Fort Mines, normalement, là, on est en train de finaliser ça, devrait avoir une journée d'ouverture aussi, mais au Stade là, Desjardins à Thetford. Donc, on commence ça en grand là, avec le 9UB. Le 7U, eux autres, ils vont commencer un petit peu plus tard. Je pense autour de la mi-juin là, que la saison au niveau des matchs va commencer. Mais ça s'en vient à grands pas. Si je ne me trompe pas, pour les maniaques de baseball qui ont hâte de voir, parce que évidemment, les terrains ne sont toujours pas disponibles parce que en plus, il y a tellement plus cette semaine. On espérait que ce soit en fin de semaine, mais je pense que ça ne sera pas. Mais tout ça pour dire que oui, les Capitals sont dans leur camp d'entraînement. Le baseball junior dans leur camp d'entraînement, les équipes Midget 3. Et dès mardi, il y a des équipes 3 qui commencent leur saison au Parc Henri Cazot, le Bantam 3 puis le Midget 3. Après ça, le junior aussi quelques jours plus tard. Puis, si je ne me trompe pas aussi, étant donné que le Bantam 2A est dans la structure d'excellence de Baseball Québec, Baseball Québec a fait une espèce de petit projet pilote là, avec des équipes de Rivière-du-Loup de Québec. Je pense que la fin de semaine avant le 20-21, il y a quelques matchs du Bantam 2 au Parc Henri Cazot la fin de semaine d'avant. Donc, ça s'en vient. Là, pour ceux qui ont hâte de voir, là, ça s'en vient. Match d'ouverture des Capitales le 16 mai. Donc, ça devrait faire froid, mais on va être au poste. Hein? Oui, absolument. Bon, après ça, j'ai deux autres choses. Là, depuis quelques années, Baseball Québec, Région Québec avait levé la main pour avoir l'obtention de beaucoup de championnats provinciaux, les tournois, les championnats provinciaux. À un moment donné, c'est beaucoup, ça essouffle le bénévole. Dis-moi donc, est-ce qu'il y a encore des tournois provinciaux dans la région ou c'est juste des tournois locaux? Ben, je pense que pas mal tous les tournois sont provinciaux, sauf peut-être quelques-uns au niveau de certaines catégories. Par exemple, le 9UB, peut-être qu'à Lévis-Centre, ça va demeurer régional. Mais je pense que tous les tournois, là, sauf exception, là, je dirais, là, c'est tous des tournois provinciaux. On a bien entendu le tournoi à la classique Bob Bissonnette là, qui devient même international là, cette année. Donc, cette année, on a un nouveau tournoi à Beauce-Nord. Donc, l'équipe de François Houlier qui organise un tournoi 11 UB, je pense, à la fin juin. Donc, c'est un 9e tournoi dans la région, là, ce qui est déjà énorme. Puis, selon mes sources, on pourrait en avoir un 10e là, l'année prochaine. Là. Donc, je sais que ça commence à se travailler là, quelque part sur la rive sud. Donc, on va essayer de leur donner un coup de main là, pour que ça parte en grand dès l'année prochaine. Peut-être ce que tu faisais référence, JP, c'est les championnats provinciaux. Donc, les 2 dernières années, on a organisé des championnats provinciaux là, de façon assez majeure, là, effectivement. Cette année, je pense qu'on va passer. On nous a pas sollicité. Donc, c'est sûr que si on nous sollicite, on va dire oui. Mais cette année, je pense que ça va être d'autres régions là, qui vont avoir la chance d'organiser les championnats provinciaux. Oui, c'est ça, à un moment donné, il faut laisser la chance aux autres. Mais d'après moi, je suis sûr qu'ils vont nous redemander bientôt avec les installations qu'on a, la structure, les gazons synthétiques. Là, on a des endroits comme Ancienne Arrête, comme 4 saisons sur la rive sud à Saint-Romuald, à Lévis, Georges Maranda, avec 3-4 terrains. C'est pas mal la place. Je me rappelle l'an passé, le championnat provincial Moustique et Pee-Wee avait lieu pas à Georges Maranda, excuse, à 4 saisons. Ouais. Je veux dire, c'était l'enfer. Il y avait toujours 4 matchs en même temps. Un peu comme votre festival aussi là, que vous avez à quelque part en juin. Là, mais tu sais, en tout cas, c'est des plus belles images de voir à peu près 8 équipes en même temps qui jouent sur un site. Là. Ça, c'est magnifique. Oui, absolument. Ton plus grand souhait, Martin, moi, c'est ma dernière question. Là, Yann, tu verras si d'autres. Ton plus grand souhait pour l'été 2023, c'est quoi? Moi, je voudrais vraiment un virage cette année. Là. Je n'ai parlé d'entrée de jeu là, au niveau de la Coupe des Capitales. Je pense que c'est un super beau projet qu'on a mis du temps. On va mettre de l'argent là-dedans. Mon plus grand souhait, là, c'est que ça fonctionne, que les gens embarquent. Okay? Puis, surtout que ça se reflète sur le terrain, puis qu'on n'écœure pas nos jeunes arbitres. Puis tous les arbitres, jeunes ou vieux, là, je veux que les gens sautent sur le terrain et qu'ils soient heureux de sauter sur le terrain, puis qu'ils n'aient pas peur de se faire apostrophier là, par quiconque. Donc, je veux que, tu sais, j'ai parlé aussi d'esprit sportif. Le baseball, là, c'est un sport, c'est un sport relax, veux pas. Mais que les gens prennent ça relax. On vient au terrain, puis on s'amuse, on regarde du beau baseball, puis qu'on accepte les erreurs des arbitres aussi, au même titre qu'on accepte l'erreur d'un arrêt court,
d'un lanceur qui emballe 4 en ligne, receveur qui ne pogne rien un soir. On ne commence pas à rire ou à écœurer le joueur qui fait des erreurs. Donc, l'arbitre fait partie du jeu. Puis moi, j'aimerais ça que l'arbitre saute sur le terrain puis qu'il soit calme, puis qu'il a le droit de faire des erreurs. Il va en faire. Il ne fait pas par exprès pour faire des erreurs. Je sais, j'arbitre à l'occasion, puis j'en fais des erreurs. On ne fait pas par exprès. Donc, mon plus grand souhait, là, c'est qu'il y ait un bel esprit de collaboration, puis que ce soit cordial sur les terrains de baseball, puis qu'on apprécie, puis qu'on aime travailler avec les arbitres. Donc, moi, ça, c'est... Puis je pense que la région, on a investi dans la Coupe des capitales, puis tout le monde a embarqué à pieds joints dans ce projet-là. Puis je pense que ça fait preuve que la région, c'est une région de leaders, puis qui travaille main dans la main. Fait que je pense que si tout le monde va travaille main dans la main au baseball dans la région de Québec, bien, on va juste continuer de s'améliorer. Puis cette année, je pense que c'est nos officiels qu'il faut faire attention, puis il faut tourner la page, puis qu'on s'améliore, puis qu'on s'amuse dans ce sens. Sérieusement, c'était vraiment intéressant, Martin. J'ai adoré entendre ce que tu avais à nous dire pour la région de Québec. En plus, on va se le dire, j'ai commencé sur les terrains de baseball de la région. Mon fils avait 4 ans, il est rendu à quasiment 14. Ça fait 10 ans. Puis tu es une des figures qu'on voit tout le temps. Tu es réellement un gars qu'on voit tout le temps proche dans le coin de 4 saisons. Là, on va te voir un peu plus sur d'autres terrains, même en étant à la tête de la région carrément. Mais je veux dire, c'est pas surprenant de voir un gars comme toi être président de la région. Puis en même temps, ça montre aussi comment que des gens qui se sont dévoués au fil du temps dans ces associations de baseball-là dans les dernières années, ça a été important leur travail parce qu'on voit le succès de la région, on voit le succès aussi dans le nombre d'inscriptions, on voit la quantité d'équipes augmenter. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Je pense qu'on réussit à construire de quoi dans la région de Québec depuis plusieurs années. Qui est vraiment, vraiment intéressant. Tu as quand même un défi assez important dans le sens que tu veux probablement continuer cette croissance-là. Mais je pense, en tout cas, avec l'entrevue qu'on vient de faire à soir, les gens doivent être assez confiants que le baseball est en bonne main pour les 2 prochaines années dans la région de Québec, j'ai l'impression. Mm-hmm. Oui, ben, j'espère plus que 2 ans. Là. Mon objectif, c'est de rester là. Comme j'ai dit à Jean-Philippe, j'aimais ça. Mais c'est sûr que j'aime ce que je fais, puis je le fais parce que j'ai joué longtemps au baseball quand j'étais jeune, au niveau compétition. Je me suis rendu midget 3. Le baseball m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup donné. Puis comme pour l'Olympique, il continue de m'en donner beaucoup, il donne beaucoup aussi à mes enfants. Donc, pour moi, c'est juste naturel là, d'être là, puis de continuer à m'investir, puis de faire ce que j'aime. Donc, pour moi, c'est juste naturel. Puis, je pense que je ne suis pas tout seul aussi là-dedans. Là, j'ai un CA extraordinaire. Francis Morin, au cours des dernières années, a bâti un excellent CA. Il a bâti beaucoup de choses. Puis, plusieurs personnes sont encore là. On fait encore du recrutement. Donc, moi, j'ai un excellent CA en arrière de moi. On a Dominique Bolduc, directeur des opérations, qui fait un excellent travail aussi, s'investit beaucoup là-dedans, qui est maintenant permanent à la région. Donc, je pense qu'on a une super bonne équipe, puis on a des bénévoles extraordinaires dans la région. Puis je pense qu'on a tout pour réussir et rendre les gens heureux là, sur les terrains. Tout à fait, tout à fait. Fait que tu l'as bien mentionné, puis c'est ça que je m'apprêtais à rajouter, c'est il y a un conseil d'administration dont tu es le président, mais il y a d'autres personnes bénévoles, de 2 employés à temps plein maintenant. Puis tu es aussi le porte-parole de tous les présidents d'associations, Beauport, Charlesbourg, Norrois, peu importe, et leurs membres et leurs bénévoles aussi. Fait que c'est sûr que le sport amateur, le baseball amateur est dépendant des bénévoles. Mais pour avoir été sur le site de Baseball Québec pendant longtemps, puis de voir ce qui se passe là, il y a vraiment des bonnes personnes. Puis ça fait partie des raisons pourquoi le baseball là, dans la région est très bon. Donc, on le mentionne souvent, mais il y a une espèce de synergie entre tout le monde se parle. C'est pas parfait, mais il y a une synergie de haut en bas, de bas en haut. Fait que bravo encore à toi et à toute la région de Québec et bonne saison. OK. Ben, merci. Puis bonne saison à vous autres aussi, messieurs. Au plaisir de se voir bientôt sur un terrain, absolument. Yes, merci tout le monde d'avoir été là. Nous, de notre côté, tout de suite après la fermeture, on va faire un peu comme les autres semaines, quelques petites nouvelles des ligues majeures pour closer le podcast tranquillement. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Aidez-nous aussi à faire connaître le podcast. Mettez des commentaires, les algorithmes de YouTube, tout ça, c'est de même, ça fonctionne. Mettez des pouces en l'air, des commentaires, faites des partages sur Facebook. Ça nous aide à se faire connaître. Prenez le temps de vous abonner aussi à YouTube, Spotify et Facebook pour faire connaître le tout. Merci d'avoir été là.
Yes, alors Martin a décidé de rester avec nous pour analyser quelques petites nouvelles du côté des ligues majeures. Fait que je vous ai mis du stock en rafale, tranquillement, pas vite. La première qui me vient en tête que je veux qu'on regarde, c'est ça ici. Vous allez voir qu'est-ce que je veux vous montrer là, vous allez comprendre. C'est un lanceur des Orioles. Vous montrez à peu près le pitching, à quoi les gars font affaire maintenant dans les ligues majeures. On sait qu'il y a des balles rapides à 100 000 à l'heure, à 102 000 à l'heure, mais les balles maintenant bougent comme c'est pas possible. Et même les pitchs à effet sont rendus rapides. Le lancer que je vais vous montrer, c'est un change-up. OK? C'est pas une balle rapide. C'est vraiment un change-up. Regardez ça aller. Avez-vous vu le mouvement là-dedans? 90 000 à l'heure pour un changement de vitesse. Les gars, sérieusement, vous pensez quoi de ça? Ça veut dire que s'il lance 90 000 à l'heure, son changement de vitesse, ça veut dire qu'il lance habituellement 100, à peu près une dizaine de mille à l'heure, c'est rapide. Donc, c'est impossible. Si tu te fais avoir, normalement, le changement de vitesse, ça ne paraît pas dans la vitesse de bas. Donc, si tu te fais avoir, puis là, on voit le mouvement comme tu as parlé, c'est impossible. Ça me fait vraiment capoter les vitesses d'aujourd'hui. On y va avec un éphéméride, les amis. Il y a 5 ans, il se passait de quoi de spécial dans les majeurs? Albert Pujols frappe son 3 millième coup sûr et c'est un des 4 seuls à avoir frappé 3000 coups sûrs et également 600 coups de circuit. Donc, on revit ce moment à l'instant. Oh for 1 with a 1. 1-0 pitch. There's a flare out to right field, and there it is. Hit number 3,000 for Albert Pujols. The fourth player in Major League Baseball history with at least 600 home runs and 3,000 hits. Ça, c'est spécial. Albert Pujols, c'est un gars qui a marqué carrément tout notre imaginaire, un peu les gars de notre âge. Avez-vous des souvenirs de ce gars-là qui vous viennent en tête ou des choses comme ça? Moi, je sais que j'ai joué au baseball avec un gars qui l'a affronté. Patrick Godreau, peut-être que vous avez connu dans la région de Québec, me disait qu'il avait joué quelques matchs contre Pujols, qui était une machine à l'époque. En termes de longévité, on n'a pas vu beaucoup de joueurs être aussi durable que ce gars-là. Puis même dans la dernière année qu'il jouait, il avait 42, 44 ans, dans ce coin-là à peu près. C'était encore un frappeur qui est extrêmement solide, pareil. Moi, c'est un des meilleurs frappeurs qu'évidemment qu'on a vu là, dans nos âges. Moi, je suis tellement content de sa saison l'an passé. Parce que, tu sais, évidemment, il diminuait de calibre, puis ça devient difficile. Puis on l'a vu, les lanceurs sont de plus en plus meilleurs. Puis la saison qu'il a connue l'an passé, les circuits qu'il a frappés, il s'est retiré en champion, en vrai, comme il est. Donc, mais pendant des années, là, ça a été un des meilleurs frappeurs. Frapper des coups sûrs dans les 3 champs. Donc, tout qu'un phénomène. Puis, tu sais, un petit clin d'œil, c'est qu'on l'a toujours dit quand il est arrivé, il a falsifié son passeport, puis il est plus vieux, mais OK, mais rendu là, c'est pas grave. Là, même si l'an passé, il y avait quoi l'an passé? 42, 43? Ben, on n'est pas sûr, c'est ça l'affaire. Supposons qu'il y avait 46 puis il dit qu'il y avait 42. Ça reste qu'il l'a fait pareil. Donc, peu importe, c'est incroyable d'avoir tout fait ça. Oui, puis tu parlais des lancers pas faciles à frapper tantôt. Yann, pour son 3 millième coup sûr, c'était pas un lancer facile là, au coin extérieur, puis la balle, elle semblait bouger aussi, mais il est allé la chercher, il s'est pas cassé la tête, il l'a poussé au champ opposé. Donc, tu vois que c'est un excellent, pas besoin de le dire, mais c'est un excellent frappeur. Tu sais, on va encore parler d'Édouard Julien. Je ne peux pas passer un podcast sans parler, mais sais, ça me fait penser un peu. D'ailleurs, bientôt, on va le passer en entrevue. Là. Ça devrait être la prochaine coup. Je pense que ça va être l'entrevue exclusive. Mais tout ça pour dire que tout l'hiver, on l'a vu s'entraîner. Puis, c'est sûr que s'entraîner pour la rapide, je pense que tous les gars à son niveau sont capables de la frapper à 97, 90. Mais c'est difficile, là, mais c'est des balles à effet. Puis tout l'été, tout l'hiver, je l'ai vu là, avec un lance-balle. Puis les Twins, ils avaient fourni des espèces de balles un peu plus molles. Puis on a copié un peu ce système-là au sport-études. Puis ils pratiquaient là, des glissantes, des tombantes, infrappables. Puis ils ne touchaient pas, mais l'objectif des balles un peu plus molles, c'est qu'ils pouvaient en frapper longtemps, puis c'était moins un peu exigeant. Il ne se faisait pas casser son bâton par une glissante qui équivalait à une glissante à 90 $ ses poignets. Donc, puis à un moment donné,
moi, j'ai vu la progression dans l'hiver de ce genre de lancer-là. Il dit, j'ai pas le choix. Si je veux jouer plus haut, il faut que je sois capable de frapper ces balles-là. Évidemment, c'est un frappeur gaucher. On peut y amener un lanceur gaucher. Donc, ici, il pratiquait des glissantes, des courbes d'un lanceur gaucher. En tout cas, bref, c'est rendu ça la grosse mode pour être capable de suivre le rythme. Ah, ça a évolué, ça n'a juste pas de bon sens. Vous le savez, depuis le début de la saison, les Rays de Tampa Bay ont vraiment un début de saison carrément incroyable. Présentement, ils sont à 26 victoires, 6 défaites. Mais regardez comment que c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. J'ai sorti cette photo-là, elle est peut-être petite un peu, mais ce qui est écrit ici, c'est les meilleurs débuts de saison depuis l'année 1900. Et ce qu'on se rend compte, c'est ce que les Rays ont fait en 2023. Il y a très peu de clubs qui ont réussi à le faire. 1, 2, 3, 4. 4 clubs, dont eux, qui ont réussi de départ de 26 victoires, 6 défaites. Donc, les Rays de 2023, les Yankees de 1939, les Yankees de 1928, les Cubs de 1907. Et 2 clubs ont fait mieux, 27 victoires, 5 défaites. 3 clubs, en fait. Les Pirates de 1902, les Tigers de 1911 et les Tigers de 1984. Si vous regardez un peu les dates, il n'y a pas grand monde qui est dans l'ère moderne là-dedans, là, avec les 30 quelques équipes. Là. On vit de quoi de spécial avec les Rays, puis c'est pas encore une équipe qui a une masse salariale qui va à côté celle des Dodgers ou des Yankees. Là. C'est vraiment spécial ce qui se passe de leur côté. C'est un mix d'analytique, de choix de joueurs, de jeunesse, de développement, d'entraîneurs aussi un peu spécial. J'ai des petites vidéos par rapport à ça. D'agressivité aussi, de personnalité au niveau des joueurs. Est-ce que vous avez suivi un peu le début de saison des Rays de votre côté, puis est-ce que ça vous a allumé un peu? Puis on ne semble pas avoir l'impression que c'est une équipe non plus qui est populaire auprès des gens, alors qu'en réalité, année après année, dans les dernières années, ils sont toujours dans les 4 ou 8 meilleures équipes de la Ligue. Puis malgré tout, on dirait qu'ils ne réussissent pas à créer une fanbase qui est assez importante. C'est quasiment à plate quand tu regardes ça aller, honnêtement. OK. Donc, oui, je suis ça un petit peu de loin, là, mais effectivement, c'est un début de saison phénoménal. Puis, on voit des joueurs quand même électrisants comme Randy Arozarena. Il est bien le fun à regarder jouer. Un excellent début de saison. Frappe en haut de 300, je pense, 330 facile. Donc, c'est le fun de voir ça. Puis dans une division qui est très, très forte, là, c'est tellement fort dans cette division-là que peut-être même que s'ils ralentissent un petit peu, ben, ils ne se classeront peut-être pas pour les séries. Donc, ça va être très intéressant à suivre d'ici la fin de la saison avec les Blue Jays, les Yankees qui ne vont pas très bien, beaucoup de blessés. Red Sox qui surprennent un petit peu. Là. Donc, non, c'est une division qui est vraiment le fun à regarder. Puis, on va suivre ça là, de loin parce qu'on est quand même occupé, mais on aime ça, suivre ça du coin de l'œil, le baseball majeur. Là. Moi, j'en reviens pas là, du succès des Rays depuis plusieurs années. Là. Oui, aujourd'hui, cette année, c'est spectaculaire. Puis juste de comparer avec les équipes que tu parles, Yann, mais c'est quoi leur stratégie? Mais je pense que tu l'as bien expliqué, Yann, c'est un mélange de plein d'affaires, mais d'être aussi bon, de se départir de leurs bons joueurs avant qu'ils gagnent trop cher, d'en ramener. Puis là, tu te dis, c'est qui ce lanceur-là qui est rendu 4 victoires, 0 défaites? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Donc, c'est incroyable. Faut jamais qu'ils donnent leur recette à d'autres mais c'est sûr que les autres essaient de les copier, hein, des petits budgets comme ça, comme il y a les Pirates qui vont bien cette année, là, qui ont peut-être un plus gros budget quand même. Les Rays, ben, c'est quelques millions. C'est simple pour le baseball parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup d'équipes comme ça. Le baseball, il n'y a pas de plafond salarial. Hein. Fait que c'est 10-12 équipes qui se partagent les grands honneurs. Puis quand tu as des belles histoires comme ça, c'est le fun. Je me rappelle une des figures que j'avais vues dans une des séries, il y a une couple d'années avec les Rays. Ils avaient montré le arm angle ou le arm slot de leur lanceur. Aucun de leurs lanceurs avait le même angle et ça partait du gars qui était sidearm du côté gauche. Ça faisait le tour de l'horloge jusqu'au sidearm du côté droit. Fait que tu te rendais compte que l'utilisation des releveurs faisait en sorte que tu n'avais jamais le même angle que tu affrontais back-à-back avec les Rays. Puis ça avait l'air réfléchi tellement qu'il n'y avait aucun lanceur qui avait le même arm slot. C'était vraiment volontaire de leur part. Ils avaient pensé à ça. Ça m'avait vraiment impressionné d'eux autres de voir comment ils sont tout le temps un peu en avant de la parade. Dans un sport où est-ce que c'est un peu vieux jeu. Hein? On ne change pas souvent nos habitudes au baseball et eux ont toujours voulu le faire.
sais pas si vous vous rappelez le débat sur l'opener qu'on avait vu avec les Rays. Donc, je vais commencer avec un releveur, ma partie, au lieu de commencer avec un starting pitcher. Ils le font encore de temps en temps de leur bord. Fait que ça, c'est mon genre d'équipe quand même. C'est pas mon équipe préférée, mais plus ça avance dans le temps, plus j'ai l'impression qu'un moment donné, ça pourrait le devenir. Ils sont quand même assez spectaculaires. Puis, vous avez gardé un jeu justement des Rays, un first and third de leur côté, qui ont réussi à faire marquer les 2 joueurs. Non, c'est pas un first and third, c'est un genre de ballon sacrifice, mais pas ballon sacrifice. Faut que je montre ça, parce que défensivement, il y a tellement de choses à regarder là-dessus que les coachs qui ont un petit instant coach de leur côté vont l'apprécier. With 1 out, and we get a high pop-up here to the infield. Both middle infielders go back, center fielder comes in, ball is caught. We see the runner at third starting to get off. Arozarena tags up at first, slides in safe, and the runner scores. Donc, vous l'expliquez assez rapidement. Il y a un gars au premier, il y a un gars au troisième but. Le ballon est dans le milieu de l'avant-champ. Puis, il est capté. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le gars du 3 avance. Le gars du 1 avance et lui décide de prendre le 2. Pourquoi il prend le deuxième but? Parce qu'il n'y a personne au deuxième but. L'arrêt-court et le joueur de deuxième but sont dans le milieu de l'avant-champ en train d'attraper la balle. Il n'y avait personne qui couvrait le bag. Le joueur de premier but, éventuellement, finit par décider d'y aller, mais trop tard. Et ça amène un lancer au deuxième but pour que le joueur de troisième but rentre. Quand on parle d'agressivité au niveau d'une équipe, je pense qu'on a un bon exemple là. Puis, quand on voit comment aussi on coach les joueurs d'une manière un peu conservatrice, le joueur de premier but, il y avait un ballon, il y a un gars au troisième but, il est allé faire sa job de se mettre comme intercepteur pour la balle qui viendrait du champ droit. Mais dans ce jeu très précis-là, il aurait dû aller au deuxième but. Ben, on n'a jamais montré aux joueurs à faire ça depuis qu'ils sont assez jeunes. Fait que c'est des choses qui... En tout cas, moi, ça m'a quand même épaté ce jeu-là. Je trouvais ça important de le montrer à plusieurs personnes. Oui, puis effectivement, c'est impressionnant, c'est rare. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça. Là. Merci de nous le partager. Je ne sais pas si JP, on pratique ça. Là. Je ne sais pas si quelqu'un peut penser pratiquer ça ou simplement baseball IQ extrêmement élevé là, des 2 joueurs, là, mais c'est assez exceptionnel, effectivement. Non, c'est ça. Tu pratiques pas. Tu le pratiques en défensive, justement, là, pour des situations de vol de but, puis arrête en plein milieu, puis plein de petites affaires là même qu'on voit classiques. Mais ça, c'est baseball IQ, comme tu dis, puis c'est de voir l'opportunité qu'il n'y avait personne, mais 99% des joueurs ne seraient jamais allés au deuxième but. Puis l'autre, au troisième but, il serait revenu puis il aurait tapé dans la main de l'entraîneur. Donc, très, très bon. Parlant encore, j'ai fait une thématique avec les Rays, je m'en rends compte après coup. Ce que je vais vous montrer là, ça va irriter de votre côté. Vous savez comment, quand des fois, les joueurs qui sont un petit peu trop cocky, on n'a pas la cote. Mais en même temps, au baseball, tu as besoin d'avoir un niveau de confiance en toi tellement élevé pour performer que généralement, les gars cocky ont quand même beaucoup de succès. Donc, ce que je vous montre là, c'est Wander Franco à l'arrêt-court. Je vous montre le jeu, puis le coach en vous va peut-être être irrité un petit peu. Il n'y avait pas tant de temps que ça de faire ça, là. Vite de même. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoute, moi, c'est sûr que c'est pas mon genre trop de voir ça. On fait toujours des blagues quand les petits gars... je prends un exemple à Vladimir Guerrero après chaque victoire qui sort sa chemise et culottes puis qui met sa casquette à l'envers. Ça, c'est pas bon pour nous autres, ça. Puis là, les petits gars, je sais pas, Yann, ça va-tu avancer après le premier match, le petit gars sort de là. Oui, je me rappelle. Je dis depuis des années, je dis toujours à la blague, quand tu vas être des majeurs, tu feras ce que tu voudras. Mais jusqu'à là, tu restes avec des petites règles d'avance. Il faut quand même le compter, JP, parce que l'année passée, genre, mon fils avait emprunté une chemise, je pense, à quelqu'un après une pratique ou quelque chose de même, où c'était un gilet. Puis il finit la pratique, puis il enlève le gilet, puis se ramasse en bédaine. Écoute, j'ai senti tout de suite le niveau d'agression à l'intérieur de JP monter très élevé. Et ce qui est arrivé, c'est que la pratique d'après, là, il n'avait pas emprunté de gilet à personne, il l'a refait, parce que Jacob est du type assez cocky lui-même. Là, il y a eu un talk avec le coach, puis j'étais quasiment content. Là, JP a fait la job qu'il avait à faire, rendu là. La dernière que j'ai préparée, j'avais pensé à préparer surtout pour JP, puis tu vas comprendre un peu pourquoi.
c'est que les nouveaux entraînements, tu sais, avant ça, les gars au baseball ne s'entraînaient pas beaucoup. Puis, dans la photo que je vous présente, vous avez 2 philosophies d'entraînement complètement différentes. Vous allez voir assez rapidement qu'est-ce que je veux dire là. On a Spencer Strider des Braves d'Atlanta. Il y a un gars, Pitching Ninja, qui parle souvent de lui, puis il a donné un surnom qui est Quadzilla. Alors, regardez les muscles quadriceps du lanceur. Les lanceurs, on leur dit souvent de jamais s'entraîner, de juste s'entraîner à lancer, autrement dit. Il n'y a pas besoin de lever des gros poids ou des affaires de même. C'est une gaffe, là, évidemment, de dire des choses comme ça. Alors, regardez le régime d'entraînement que ce gars-là a pour avoir ce physique-là. C'est pas un grand bonhomme, c'est pas un gros bonhomme non plus, mais la force de ses jambes semble tout simplement incroyable. Et évidemment, au bâton, Vogelbach, qui n'est pas du tout un exemple de bonne shape physique. Au niveau de l'entraînement, JP, dans les dernières années, est-ce que tu vois de l'évolution beaucoup au niveau de qu'est-ce qu'on doit développer comme joueur de baseball, puis sur quoi les joueurs de baseball qui veulent s'entraîner un peu l'été devraient focusser énormément? La force physique pure, de lever des gros poids, la puissance, l'endurance. C'est quoi le thinking maintenant en 2023? Ben, assurément, ça n'existe plus beaucoup les jeunes qui ne s'entraînent pas. Là. Donc, si tous les jeunes s'entraînent puis en veulent plus, puis c'est un aspect que tu contrôles un petit peu. Si tu changes un petit peu ton corps, c'est sûr que ça va. C'est un sport, hein, c'est physique. Ben, tu sais, je ne suis pas un spécialiste comme un kinésiologue, mais évidemment, on en a plusieurs dans le programme. Là, mais c'est un plan 12 mois où est-ce qu'au début, tu vas te chercher une certaine base de masse musculaire. Puis après ça, l'objectif, c'est d'être puissant. Donc, force fois vitesse égale puissance. Donc, c'est développé, mais il faut que tu aies une masse musculaire. Pour ça, tu vas l'entraîner à être explosif, avec des sauts, avec des lancers de ballons médicinaux, avec le baseball est un geste explosif. Lancer le fort que tu peux, frapper le fort que tu peux. Fait on est quand même chanceux là-dedans, mais ça te prend une certaine base de masse musculaire, de force. Il faut faire attention aux blessures. On fait beaucoup plus de prévention de blessures qu'avant. Je pense que c'est le résultat aussi. Hier, on avait un méchant bon débat à certains entraîneurs sur justement, il faut lancer plus, on va améliorer. C'est des micro-blessures. Des micro-blessures au bras pour après ça, tu récupères, tu reviens plus fort. Donc, sa ligne est mince pour les blessures, mais ça, c'est un autre sujet, les blessures. Mais bref, ça s'entraîne fort. Je vois les gars un peu des Jays, de JC Masson, Nick Deschamps, je vois Edouard l'hiver. Les gars s'entraînent comme des machines, ils font des sprints, ils font de l'agilité. Tu peux pas être juste une grosse brute, ça peut pas. Là. Donc, c'est très, très... à chaque année, ça s'améliore. Les coachs s'améliorent, les gars arrivent avec des nouvelles idées. Donc, bref, longue réponse, mais oui, c'est très important. Yes, fait que c'était un peu ce que je vous avais préparé. Il y avait d'autres choses. Ce qui est sorti cette semaine, il y avait une vidéo sur la fin de carrière d'Ichiro Suzuki, la chaîne Stark, que je vous suggérerais. Il y a également The Catching Lab des Brewers de Milwaukee. Ça a été une vidéo qui était quand même le fun. C'est Foolish Bailey qui ont envoyé cette vidéo-là. C'est une vidéo que j'ai vraiment aimé regarder. Ce qu'il montrait, autrement dit, c'est que les Brewers, dans les dernières années, ont réussi à aller chercher par transaction des receveurs qui avaient beaucoup de puissance au bâton et qui étaient extrêmement mauvais défensivement. Donc, ils ne payaient pas trop cher pour des gars comme ça. Et ils les ont transformés en machines défensives. Dans des time-lapse d'à peu près 6 à 12 mois environ. Donc, ils ont vraiment développé un système d'entraînement de leur côté pour améliorer la défensive de leurs receveurs. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis à quelque part dans la vidéo, tu sais, la nouvelle statistique WAR là, qu'on parle tout le temps, le Win Above Replacement, grosso modo, c'est comment de victoire est attribuable à un joueur en particulier dans l'équipe. On a des catcheurs qui avaient des moins bonnes statistiques au bâton la deuxième année du programme d'entraînement des Brewers et qui, malgré tout, passaient d'un WAR de 2 à 4. Donc, ils avaient aidé leur équipe pratiquement 2 fois plus l'année suivante parce qu'ils avaient amélioré leurs statistiques défensives. Parce que tout est mesuré maintenant dans les majeurs. Hein? Le framing rate, la capacité de bloquer également, la capacité de retirer les gars au deuxième but. Surtout que maintenant, le nombre de vols de but a augmenté, c'est encore plus important. Fait que si vous voulez vraiment regarder
s'il se passe de quoi au niveau des receveurs dans la ligue, il semblerait que regarder du côté des Brewers serait peut-être quelque chose d'assez intéressant. Fait que c'était une petite affaire que je vous avais préparée de votre côté. Fait que merci d'avoir participé à ça. Le but, c'est de sortir plein de petites nouvelles pour susciter l'intérêt. Puis on se revoit la semaine prochaine, tout le monde.